Chers Atelier Soul, bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Atelier Time, le podcast qui explore la mort et le deuil sous toutes les coutures. Merci d'avoir cliqué sur cet épisode qui promet d'être absolument succulent. Mais avant de vous dire pourquoi, je me permets de vous rappeler qu'il est important de vous abonner à ce podcast et de liker et ou de partager cet épisode afin qu'il soit de mieux en mieux reconnu sur les plateformes d'écoute. Sur ce, j'ai le grand honneur d'accueillir au micro aujourd'hui Nanou, une thanatopractrice qui parle de son métier à cœur ouvert sur les réseaux sociaux. Salut Nanou, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Salut, ça va, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu peux d'abord un peu expliquer, ce qu'est ton métier en fait de praticienne en thanatopraxie, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors mon métier de thanatopracteur, c'est dans le grand principe, de prendre soin des défunts. On va injecter un liquide à base de formaldéhyde pour, ralentir le phénomène de décomposition. On va, aussi effectuer des toilettes, des retraits de pacemaker, parfois des reconstructions, et puis parfois aussi des soins internationaux pour les gens qui partent dans un pays signataire avec la France d'une convention. Voilà, tout ça dans le but de rendre la dignité et de respecter une dernière fois le corps d'un être humain décédé. D'accord, donc finalement tu prépares le corps de quelqu'un qui vient de partir pour, ben, sa dernière demeure en fait? C'est ça, en OK. gros, c'est ça, ouais. Et en fait, c'est quoi l'intérêt, que ce soit pour une famille ou même, en fait, des professionnels du funéraire, c'est quoi l'intérêt de faire ces soins de conservation? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on fait appel à toi, en fait? Bah, alors sur ça, on je pense que tu pourrais avoir, 30 thanatopracteurs, à qui tu poserais la question, tu aurais 30 réponses différentes. La mienne est que c'est d'abord un intérêt, humain pour les gens qui vont rester, qui vont veiller ce corps, qui vont le voir une dernière fois, qui vont lui rendre hommage. On parle bien souvent de soins de présentation. Moi, j'ai plutôt appris à dire avec le temps et ma carrière, on parle plutôt de conservation du défunt, le but n'étant pas d'en faire des poupées de cire, bien au contraire, mais juste, d'éviter un traumatisme supplémentaire famille par les différents phénomènes de décomposition qui vont naturellement se mettre en route. Donc on peut faire appel à nous quand, par exemple, il y a un accident, le corps du défunt est meurtri. Mmh. Où, il y a besoin d'une reconstruction pour que la famille puisse voir, dans des circonstances déjà bien chaotiques, le défunt une dernière fois et qu'il ait un aspect, reconnu par sa famille. On peut aussi faire appel à nous facilement parce que, parfois les délais de crémation ou d'inhumation sont trop importants entre le décès et la date de la cérémonie. Et puis tout simplement parce qu'on a envie, que notre défunt soit chouchouté, soit lavé, désinfecté, bien préparé, bien coiffé, voilà tout ça. Exactement et c'est vrai que, j'aime beaucoup ta réponse quand tu parles de, en fait, c'est un vrai souvenir, en fait, de ce moment-là, du défunt, de à la fois de devoir le voir pour le croire, comme tu l'as expliqué, dernièrement sur les réseaux sociaux. C'est ça. Hem, mais aussi effectivement, ben, ouais, ce côté, c'est une dernière façon d'aimer son défunt et je trouve que c'est Oui, très, très beau. Ton métier, je trouve qu'il est très, très intime et en même temps, c'est le plus caché de tous les métiers du funéraire parce que en fait, on voit, ben, les personnes qui gèrent les cérémonies, on les a en face de nous. On a aussi en face de nous des gens à qui parler quand on se rend, aux pompes funèbres et cetera. Alors que le tout à fait. thanatopracteur, en fait, on le rencontre jamais, je crois. Ou en fait, dans Alors, très, très rares occasions. en vérité, je pense que les gens ne sont même pas au courant qu'ils peuvent, nous rencontrer et prendre, contact avec nous parce qu'on est une profession qui est restée pendant de si nombreuses années dans l'ombre et le silence, parce que c'est ce que nos pères, enfin, en tout cas, c'est la décision qu'ils ont décidé de prendre avec ces métiers du funéraire, mais plus en particulier avec le métier de thanatopracteur, pardon. Et les gens ne sont même pas au courant, en fait, qu'ils peuvent nous appeler directement pour intervenir déjà, parce que la plupart du temps, ils se rendent, aux pompes funèbres et puis, les pompes funèbres disent: «On va appeler notre thanatopracteur».
mais en vérité, chaque famille peut appeler, le thanatopracteur qu'ils désirent. Et ça, très peu de gens en parlent. C'est comme par exemple, tu vois, quand, une famille est reçue dans une chambre mortuaire à l'hôpital, donc on va préciser que la famille a le droit et que, c'est un je veux dire, ils ne peuvent absolument pas conseiller sur le choix de pompe funèbre. C'est pénalement, répréhensible par la loi. Par contre, à aucun moment on ne les entend, préciser que c'est aussi le cas pour les thanatopracteurs. Donc, voilà, tout ça, c'est hyper dommageable parce que moi, je reçois des centaines de messages, réellement, je blague pas, qui me disent, «J'aurais tellement aimé rencontrer la personne qui s'est occupée de maman, papa, tati, tonton, Mmh. et je n'ai pas osé demander, en fait». Exactement et c'est hyper dommage, en fait et en fait, je me rends compte, tu vois, avec je découvre un peu ton compte enfin, je découvre un peu ton contenu. Je découvre ton contenu depuis un petit moment déjà Mmh. et en fait, c'est vrai que ça fait un peu remonter des choses, notamment, par rapport à mon arrière-grand-mère qui est décédée à domicile et du coup, qui a eu une thanato qui est venue, en fait, à domicile pour faire les soins de conservation et de préparation à la mise en bière et cetera et c'est vrai que du coup, je crois que ça a, permis à tout le monde en fait, d'échanger avec cette personne-là et de lui demander, en fait, de lui poser des questions, de pouvoir, en fait, ça avait complètement un autre rapport qui était complètement dans l'intime, en fait et j'avais trouvé ça, en fait, très, très beau et très, très puissant comme lien. En tout cas, je Oui. sais que ouais, je me souviens que ça m'a fait beaucoup, beaucoup du bien. Mais c'est vrai que quand on a des échanges avec des familles, bon, je pense qu'au premier abord, pour ma part, en tout cas, je suis un peu gênée, tu vois? Parce que, je suis là et en même temps, ils auraient jamais dû me rencontrer dans leur chemin de vie. Mmh. Donc, et puis ensuite, s'installe une discussion, un échange et on sent vraiment à quel point c'est important aussi pour eux. Ah bah, oui, oui, complètement, complètement. Mais en même temps, je suis pas complètement d'accord dans le sens où ils auraient pas dû te rencontrer parce que pour moi, en tout cas vraiment par rapport à ce que je vois de toi et de comment tu vis les choses, comment tu les expliques, en fait, tu fais partie un peu de l'accompagnement, tu fais partie un peu du deuil et ton travail, il contribue énormément à ce que les gens, ils puissent, cheminer dans leur deuil, en fait. Et du coup, je trouve Oui, que c'est trop bien, quoi. ouais, mais ça je le comprends, mais si tu veux, à ce moment-là, moi, je représente juste la mort. Je représente leur chaos, je représente leur traumatisme. Oui. Ma tête, tu vois? Je suis pas là, parce que, j'ai permis, à une famille de pouvoir, veiller dignement leurs défunts. En en 1 temps, quand je les rencontre, je sais que quand ils me voient, ça les ramène juste à cet instant de décès. C'est en ça que je disais vraiment que, Mmh mh. tu vois, je me dis toujours que je suis là, mais en même temps, dans leur tête, dans leur chemin de vie, je devrais pas me trouver là et pourtant je Oui, suis là. c'est ça, Voilà. oui, c'est vrai. Oui, oui, je Mmh. comprends ce que tu veux dire. Je sais que tu insistes, beaucoup, beaucoup sur la notion aussi de respect, de dignité quand tu pratiques et aussi que Oui, c'est un métier difficile. En fait, je oui, pense au fait surtout que en fait, tu dois, parfois avoir à t'occuper de corps qui ont beaucoup souffert dans leur mort, des corps qui racontent des oui, histoires de vie d'une part, mais aussi surtout l'histoire de leur mort qui peut être hyper oui, violente. Mais du coup, tout à j'avais une fait. question par rapport à ça. Comment est-ce que toi, tu arrives à gérer l'aspect émotionnel au quotidien de ce travail avec toute cette souffrance, toute cette violence, la douleur des familles aussi en plus, mais surtout, en fait, la souffrance des gens dont tu t'occupes? Alors on me pose souvent cette question et j'ai envie de te répondre qu'en fait, pour moi, je gère pas tout ça de la même façon qu'on peut imaginer que je doive le gérer. En fait, c'est mon métier, c'est mon travail de prendre soin d'eux, de les réparer, hem, de faire en sorte, qu'ils soient, les plus naturels et les plus beaux possibles pour leur dernier grand voyage. Hem, je Après avoir discuté avec pas mal de professionnels du funéraire, je pense que notre cerveau, naturellement, n'est pas fait pour voir ces images, pour voir ces corps meurtris. Je suis pas certaine que dans des années, j'aurais peut-être pas un retour, au niveau psychologique. Ça, je pense que personne peut le prévoir.
tous les cas, moi, je suis très attentive chaque jour à me questionner sur moi-même, sur ma santé mentale et à me demander si tout est OK. Je pense que je suis très attentive à tous les signes, qui pourraient me faire penser qu'il faudrait peut-être que je pense à arrêter ce métier puisque la charge mentale est peut-être trop difficile. La charge psychologique la plus difficile dans ce métier, c'est la pression qu'on nous met et ça, c'est les vivants qui le font, c'est Mmh. pas les défunts. C'est pas, voir, des corps meurtris dans leur chair, évidemment, on l'accepte à partir du moment où on veut rentrer dans ce métier, en fait. Parce que qui rentrent dans ce métier sans se douter même de ce qu'ils vont voir, c'est que déjà qu'ils sont pas dans le bon choix. Exactement, c'est très fort ce que tu dis. Mais, du coup, est-ce qu'il y a, il y a quand même des, des défunts ou des situations qui te touchent plus que d'autres ou peut-être éventuellement même qui t'accompagnent encore un peu, mais j'ai envie de dire comme des fantômes, mais bon, c'est une image quoi, mais, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Bah, il y en a beaucoup évidemment parce que ceux qui vont me toucher le plus, c'est ce qui vont me renvoyer vers une projection de ma propre vie, d'un Mmh. événement que j'aurais pu vivre moi ou de quelque chose qui me renvoie, à mon histoire à moi. Donc après, on est forcément on reste, des êtres humains, on est touché par toutes les peines, par toutes les tristesses, mais on peut pas tous les amasser parce qu'à un moment donné, ce poids-là, il serait trop lourd pour nous. On réalise surtout qu'à chaque fois, c'est pas notre défunt, ce n'est pas notre famille, ce n'est pas notre histoire et même si parfois en partant, je pleure dans ma voiture, je suis très émue par, la dignité d'une famille ou par, cette résilience qu'ils ont dans un moment hyper dramatique de leur vie. Évidemment, pendant 2 3 jours, je vais penser à eux. Je vais me dire: «J'espère que tout se passe bien, j'espère que mon travail, leur permet, un recueillement, dans le meilleur des apaisements à ce moment-là» et puis dans d'autres moments de ma vie, je vais repenser aussi à des histoires de décès sur lesquelles je suis intervenue, qui par contre, tu vois, eux, vont me traumatiser dans ma vie, hein. C'est-à-dire, bah, là, par exemple, j'en ai parlé quelques fois, cet été, mais notamment les accidents, de noyade avec, les enfants et les piscines. Mmh. Tu vois, dans ma tête, j'en ai trop fait et j'aurais enfin, la vie fait que tu com tu comprends pas à un moment donné qu'il y ait pas quelque chose qui soit mis en place pour tout ça et tu te dis: «Ces enfants-là, j'aurais pas dû, intervenir sur des si petits êtres et des si petits corps, qui ont échappé à la vigilance de parents, qui enfin, je veux dire, ça reste un accident donc pour moi, personne n'est coupable, hein. C'est voilà. Attention, que personne se méprenne, je n'incrimine personne, mais je veux dire le destin de vie fait que c'est pas quelque chose de naturel, c'est ce décès et donc forcément, moi qui ai une piscine chez moi et ben, tous ces enfants-là, je les vois à chaque fois que je regarde ma piscine et à chaque fois que je vois mes enfants tout près de cette piscine donc c'est, quelque chose qui va aussi parfois déclencher d'hypervigilance, quoi. Oui, c'est ça. Ça doit être assez, assez difficile effectivement quand tu parles de charge mentale, c'est assez impressionnant en fait, même tout ce que tu partages, en fait on n'imagine pas ce que c'est que le quotidien, de ton métier. On Mmh, n'imagine pas du tout, ce que ça peut faire aussi non plus sur le cerveau parce que c'est vrai que nous, j'ai envie de dire en tant que citoyen lambda, enfin c'est pas le mot que je cherche mais, on n'est pas dedans, on se rend pas compte et même si on est abreuvé d'images finalement assez trash, assez gore dans toute notre pop culture et cetera. D'ailleurs, on en a parlé dans un précédent, épisode avec, Stevie de Beck Benzen. Si vous avez envie d'aller écouter, je vous invite à le faire puisqu'il est vraiment très chouette. Mais, en fait, on est abreuvé, on est habitué à ces images-là. Sauf mmh. que j'ai l'impression que quand ça, quand ça devient réel, en fait, et ben, il y a un truc qui se déclenche dans le cerveau, c'est trop absurde, en fait, c'est trop absurde. Tu parles des enfants qui effectivement, mais que ce soit la noyade et en fait, dans toutes les situations, je pense que
quand ça touche un enfant, c'est trop absurde pour notre cerveau, je crois. Bah, c'est surtout que c'est pas dans l'ordre naturel des choses, C'est voilà. ça, c'est ça. Et là, je parle des accidents de noyade, mais je veux dire, il y a tellement d'autres accidents dont on pourrait parler. C'est vrai que celui-là, il me touche particulièrement parce qu'encore une fois, je le projette chez moi. Voilà, c'est ça. C'est ça, en C'est fait. mmh mh. Bah, oui, oui, puis c'est complètement compréhensible. C'est vrai que, oui, tu dois complètement, oui, c'est ça, c'est de l'hypervigilance. Tu en parlais tout à l'heure, Voilà. c'est complètement ça, ouais. Ça doit déclencher quand même des choses, enfin, voilà. Tu Mais sais, du coup, tu c'est comme les gens qui, perdent un être proche à cause d'un accident de moto, ouais, et qui vont, dire à chaque personne qu'ils croisent: «Ne fais pas de la moto, c'est trop dangereux, c'est ça, tu vas ouais. mourir, en fait». Et ça aussi, c'est de l'hypervigilance. Oui, c'est ça, mais c'est aussi une sorte, enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que c'est, un peu aussi une sorte de traumatisme, en fait. C'est Bien sûr. une énorme peur du coup qu'on a appris à cause de cette expérience-là et qu'on projette peut-être un petit peu aussi sur les autres. Bah, oui, parce que d'un coup, la notion du «ça n'arrive pas qu'aux autres», arrive, quoi. C'est ça, c'est exactement ça et c'est ça qui est très perturbant et qui est même, avec lequel on se sent complètement démuni, en fait, quand on est face à un deuil. C'est ouais, C'est en ça. fait, finalement, c'est possible, c'est réel, c'est pas qu'à la télé, c'est pas que dans les films, c'est pas tout ça. Mmh. Et tu le dis tellement bien, enfin vraiment je j'essaie d'en parler, de le rappeler, de souvent c'est, en fait notre cerveau il a tendance un peu à oublier, parce qu'on est dans notre quotidien, même quand on a vécu ce deuil-là, une fois qu'on a fait la cérémonie d'adieu de notre défunt, qu'on l'a mis en terre ou qu'on l'a incinéré, on retourne un peu à notre, quotidien et il y a des moments où on doute, en fait. Je sais que moi, ça m'est arrivé beaucoup. En fait, on doute de la réalité de notre souffrance, on doute de la réalité du décès et c'est Oui, complètement, à la fois, c'est complètement normal et à la fois, c'est complètement déroutant. Donc c'est vrai et pourtant le mieux à faire à ce moment-là, comme dirait Sophie, mon amie palliatothérapeute, c'est d'accueillir toutes ces émotions et de les laisser aller et venir. C'est la chose la plus naturelle, finalement. fait exactement. Mais du coup, dans tout ça, toi, tu pas, le alors tu me dis si c'est trop intime, hein, encore une fois, tu as le droit de refuser de Oui, répondre aux questions, hein, mais tu ramènes pas ce qui se passe à ton boulot dans ta vie perso, du coup? non, Ah ouais, ça t'arrive jamais? non. Alors, moi, je te dis non, mais si tu interrogeais mon épouse, elle te Mmh. dirait: «Si, si, si». Moi, j'ai pas cette sensation-là. Par contre, de ce que me décrivent mes proches, notamment quand je fais des interventions, de reconstruction qui durent, 6-7 heures de temps et que je D'accord. rentre chez moi, j'ai toujours un délai, de quelques heures, parfois de quelques jours, où je suis comme absente, en fait. Mais c'est simplement parce que dans ma tête, je refais mes gestes. Je me demande: «Est-ce que j'ai rien oublié? Est-ce que j'ai tout fait? Est-ce que j'ai trouvé toutes les solutions que je pouvais trouver? Est-ce que» je me refais tout le truc, en fait, en me disant: «Est-ce que je puis mieux faire? Est-ce que» voilà. «Est-ce que ça va aller? Est-ce que» et jusqu'au jour où je connais la date de la cérémonie et là, je suis plus détendue, voilà, parce que j'ai pas eu de coup de téléphone, en me disant qu'il y avait eu un problème donc Ouais, je comprends. je m'en aperçois pas, mais effectivement, apparemment, d'après mes proches, oui. Ouais, tu un peu comme un pilote de F1 qui refait sa course, inlassablement pour être sûr de pas s'être trompé, quoi. Ouais, peut-être, je sais pas, j'ai jamais été pilote F1. C'est vrai? Ah là là, moi j'ai vraiment cette image quand tu dis ça, j'ai vraiment cette image. Mais je pense que les chirurgiens, le font aussi de se remémorer régulièrement tout le processus de telle ou telle opération ou telle course pour les pilotes. Je pense qu'il y a plein de métiers comme ça où on est obligé d'avoir ces rituels aussi. Je pense qu'il y Ouais, a un peut-être, je peu sais ça, hein, pas. c'est de la Ouais, ritualisation, c'est du c'est vrai. voilà, je pense qu'il y a un petit truc comme ça,
Je pense que c'est bon, c'est un truc de cerveau ça, je pense que c'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça, mais je trouve que le rituel est très, très adapté. Ouais, c'est Dans vrai, ce je crois que si mes informations sont bonnes, tu fais ce métier depuis à peu près 15 ans. c'est ça. C'est 15-16 ans, énorme. ouais. Est-ce que tu as envie d'expliquer ici pourquoi est-ce que voilà, un peu ton parcours en fait, ton parcours de vie, comment est-ce que tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui? Pourquoi ce choix-là de métier en particulier? Qu'est-ce qui t'y a amené et cetera? Bah, moi, je pense que c'est mon métier plutôt qui m'a choisi, hein, ça je le dis tout le temps, tous les jours en fait. Mmh. Hem, j'ai un rapport très particulier avec la mort depuis que j'ai l'âge de 7 ans, puisque mon papa est décédé Ouais. d'un accident de moto. Mmh. Heu, on m'a privée, d'un moment, de cérémonie, j'ai pas vu son cercueil, j'ai pas vu, l'inhumation, j'ai donc pas vu la cérémonie à l'église, j'ai pas vu tout ça, donc il me manque vraiment, il m'a toujours manqué cette étape et hem et donc très vite et très jeune, je prends conscience que la mort peut toucher, n'importe qui à n'importe quel moment. J'ai mis très longtemps à me reconstruire, en tant qu'être humain, hein, en tant qu'être humain, je veux dire, à développer, des interactions sociales, à pouvoir, m'attacher à des gens, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, parce que dans ma tête, ça voulait dire si tu aimes quelqu'un, que tu crées, un ciment avec une personne, un attachement, ça voudra forcément dire qu'à un moment donné, ça va s'arrêter parce que la mort va venir le chercher Mmh. et Exactement. voilà, donc moi, jusqu'à l'âge de 15 ans, j'étais une petite fille, puis une ado assez renfermée sur moi-même. J'avais quand même des copains et des copines, mais c'était très lointain, quoi. C'était pas J'avais pas de BFF, tu vois? Tout J'en ai ça jamais eu non plus, t'inquiète. et puis après, ben, je me suis toujours fortement intéressée, à tout ce qui touchait, à la mort, à tout ce qui touchait, à ces métiers-là mais aussi par, les émissions de télé, tu vois? Qu'on n'en parle Ah pas ouais? trop, mais à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Perdu Qui et s'appelait comment? Perdu de vue Ah oui? et dans Ah c oui! et dans c voilà et cette émission, on retrouvait des gens, et moi je me disais, «Je vais leur écrire et peut-être ils retrouveront mon papa», en fait, parce que moi Oh. j'étais persuadée dans ma tête qu'il était parti avec une autre famille, hein, Ouais, puisque bah, ouais. je n'ai rien vu du moment, du deuil, Mmh. alors que j'avais 7 ans, hein, c'est quand même jeune, mais ça m'a vraiment bloquée dans ma construction et puis voilà, bah, après j'ai grandi, j'ai eu connaissance de ce métier, très jeune, à l'âge de 10 ans, à cause d'un décès, aussi et à partir de là, j'ai commencé à chercher, des informations, mais bon, un peu, c'était pas très poussé parce que déjà à l'époque, il y avait pas d'informations. Il y avait pas Ouais. tout ce qu'on trouve maintenant sur internet, hein. C'est très Mmh mh. facile, d'avoir ces informations. D'ailleurs, j'aurais bien aimé mon compte, quand je cherchais des informations Ouais, tu m'étonnes. et puis après, ben, j'ai vraiment plus, axé mes recherches et mes comment dire? Mes infos et puis, bah, du coup, quand je les ai trouvées, bah, j'ai foncé, quoi. J'ai dit: «Allons-y, c'est parti» et je suis rentrée à l'école de Thanato. C'était un moment merveilleux et tellement enrichissant. J'ai appris beaucoup de choses et puis, bah, après, j'ai obtenu mon diplôme et me voilà au jour d'aujourd'hui, Génial. 16 En ans fait après. excellent. Tu as toujours fait que ça finalement? C'est ton truc, quoi? Alors j'ai pas toujours fait que ça, parce qu'au départ, moi, pour me payer l'école de Thanato, ben, il fallait que je trouve des ressources Mmh. et du coup, je suis rentrée dans l'armée. Que je me Ouais. suis dit, ouais, voilà, parce qu'une copine à moi m'a dit: «Écoute, rentre dans l'armée et puis au bout de 4 ans effectifs, tu peux demander une reconversion et puis ils te payent, bah, la formation ou l'étude que tu veux faire» et je me suis dit: «Ah bah, pourquoi pas?» Donc du coup, je suis rentrée dans le service de santé des armées Mmh mh. et puis eux, ils m'ont tout payé, l'école, le logement, Ah bah, et puis après, bah, j'ai nickel. fait quand même quelques petits boulots en attendant d'être diplômée, hein. Donc j'ai Oui. quand même passé,
mon diplôme de conseiller funéraire, j'ai aussi mon diplôme de dirigeant, de pompe funèbre. Bah, du coup, je fais aussi secrétaire médicale, par le biais de l'armée Mmh. et puis voilà et j'avais toujours dit à ma mère: «Je finirai, ma vie avec, plein de diplômes» et du coup, j'en ai Et quand bah, même voilà. quelques-uns à mon actif, plus celui d'aide-soignant aussi donc voilà et c'est pas fini. Incroyable. Ah, c'est trop chouette, c'est incroyable comme parcours. Moi, Mmh. je voulais vraiment que tu parles de comment enfin, du début un petit peu de ce fameux gros deuil et gros traumatisme de ton papa, en fait, parce que, je sais que dans les auditeurs, il y a des gens qui ont vécu, ce que tu as vécu, c'est-à-dire un décès un peu traumatique et comme ils étaient très jeunes à l'époque, leur famille, leur a, les a empêchés, en fait, d'assister à la cérémonie, ils ont pas pu, en fait, vivre, ce départ-là et même Mmh. parfois, je sais que pour certains, ils n'ont même pas été tenus informés. Voilà, Ouais, hem malheureusement. Mmh. et je trouve que c'est hyper triste et hyper dommage parce que, ben, j'en parle aussi beaucoup dans mon podcast et sur mes réseaux sociaux. Le rituel et les cérémonies et tout ce qu'on peut mettre actuellement autour du décès, que ce soit de religieux ou pas du tout, hein, c'est pas une question de religion ou pas ou quoi ou qu'est-ce, mais en fait, le rituel d'adieu, il est hyper, hyper, hyper important. Il est essentiel même et du coup, est-ce que, toi, tu peux expliquer, raconter, si tu en as envie, un peu comment toi tu as réussi à, à faire le deuil du coup de ce papa, à qui tu as pas pu Alors dire au revoir? bon, le deuil, on le fait jamais, hein. On chemine toute sa vie avec le deuil, accroché à soi. Je pense juste que, sans ce métier, je m'en serais jamais sortie. Je pense que ma vie ne serait pas celle qu'elle est, et que j'ai eu raison d'écouter cette voix qui me demandait d'aller vers ce métier. Je n'aurais pas de famille, je n'aurais pas d'enfants Mmh. parce qu'évidemment parce qu'évidemment le traumatisme d'abandon, il est hyper puissant, il est hyper présent tout au long du reste de la vie. Quand Mmh mh. bien même tu as cheminé avec ce deuil, il y a toujours un moment une alarme, qui se crée en toi et qui te dit: «Attention là, tes émotions sont en train de revivre la même chose». Donc déjà, je pense que ce qui est très important, c'est de dire, à ceux qui vont l'entendre qu'on ne peut pas priver un enfant, d'une, partie de ce deuil en le privant d'une cérémonie sous prétexte que c'est un enfant. Si on prend un enfant et un adulte et qu'on les fait discuter de la mort, l'enfant aura des mots beaucoup plus justes, beaucoup moins réfléchis, hem et va en parler tout naturellement. Un adulte va peser ses mots très fort, va, hem, parfois me faire ressurgir des émotions en lui, hein. Souvent quand tu parles de la mort de quelqu'un, il y a une émotion qui est provoquée puisque forcément ça amène à un moment de leur vie qu'ils ont déjà vécu. Grandissant, comme on les vit, on oublie qu'étant enfant, on savait déjà que mourir c'était naturel et que ça arriverait à tout le monde. Donc c'est très important de rappeler aux gens qu'un enfant est capable de choisir pour lui-même et que choisir à la place d'un enfant, c'est probablement lui détruire une partie de sa vie. C'est quelque chose, pour lequel je me bats régulièrement puisque évidemment ça m'a touchée de près. Hem Et c'est très, très important, que les gens arrêtent de penser que sous prétexte qu'ils sont adultes, ils ont ce pouvoir de décision sur des enfants. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Après, moi, j'ai toujours, parlé de mon papa au présent. J'ai toujours, je l'ai il a toujours fait partie de ma vie et dans ma vie, j'ai eu la grande chance et l'immense chance de rencontrer des personnes qui m'ont fait comprendre certaines de mes réactions. Notamment, tu vois, il y a quelques années de ça, j'ai appris ce qu'était le tiers pesant. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Heu,
j'ai pour des raisons personnelles consulté, une psychologue et donc on était, c'est une psychologue pour la famille, hein, pour tout te dire Mmh. et on était donc, finalement 4 ou 5 à rentrer en même temps dans ce bureau et à chaque fois cette psychologue était heurtée par le fait que j'attende que tout le monde s'installe et que je m'installe sur un fauteuil seule, parce qu'elle avait beaucoup de canapés, tu vois? Elle avait des canapés 2 places, 3 places ou des Ouais. canapés tout seuls et donc j'attendais systématiquement que les gens se placent et je me plaçais seule sur un canapé ou sur un canapé de place, je prenais soin qu'il y ait toujours une place entre moi et la personne. Ça l'a troublée, en fait et puis un jour elle m'attrape et puis elle dit, «Les questions à poser si vous voulez faire l'expérience». Je dis: «Oui, d'accord, pas de souci». Elle me dit: «Vous allez rentrer sur cette pièce, vous allez vous asseoir» et donc je rentre dans la pièce et je choisis le plus grand canapé et je m'y assois et elle me dit: «Mais pourquoi ce canapé?» Alors je lui dis: «Je sais pas, je le trouve moelleux, joli, quand même, beaucoup de place» et elle m'a dit, «J'ai prêté attention à chaque fois que vous rentrez dans cette pièce, vous prenez toujours soin à ce qu'il y ait une place vide ou libre entre vous et la personne qui est assise à côté de vous» et ça s'appelle le tiers pesant. Ça veut dire que tout au long de ma vie, jusqu'à ce moment-là, hein, jusqu'à ce que j'en prenne conscience, j'ai toujours pris soin que finalement il y ait une place pour mon papa décédé à côté de moi et ça, c'est quelque chose que Incroyable. je ne connaissais absolument pas et donc il y a tout un gros bouquin, hein, sur ça. Alors bon courage aux gens, qui veulent le lire parce qu'il est quand même, assez Il est conséquent. conséquent, ouais. Voilà, mais c'est vraiment hyper intéressant à lire parce que quand cette histoire vous fait écho, c'est là où vous vous rendez compte qu'en fait, et bien, même, des années après, puisque ça faisait, je pense 25 ans que mon papa était décédé, Mmh. donc c'est quand même assez récent, dans cette découverte. Et bien, pendant ces 27 années, j'ai pris soin, que ce soit dans les voitures, dans les bars, dans qu'il y ait toujours une place entre moi et les gens. Et Ah, c'est c'était pas une incroyable. ques voilà et même dans ma voiture, tu vois, je me suis rendu compte qu'en conduisant, puisqu'après j'ai essayé quand même d'analyser les choses par moi-même Oui. et je me suis rendu compte que même quand j'étais seule dans ma voiture, que je conduisais, il y avait des fois où je regardais le siège à côté, tu vois? Et un jour, je me suis questionnée, je me suis dit: «Mais pourquoi je regarde ce siège?» et je me suis dit: «Bah oui, parce que quand je le regarde, à force de m'analyser, j'ai compris que dans ma tête, je me disais, «J'espère que tu es là et que tu me regardes, hein» et et Mais oui, voilà c'est donc ça, c'est ce que j'allais te voilà. dire, c'est incroyable, trop bien. Donc ça, c'est des sujets de deuil, qu'on ne connaît pas et Mmh. c'est justement ce pourquoi il est important aussi de se faire accompagner par des professionnels du deuil tels que des psychologues ou des psychiatres. Parce Mmh. que, bah, si on n'y va pas, enfin moi si j'étais pas allée, ça je l'aurais jamais su et j'aurais continué toute la fin de ma vie à mettre quelque chose de vide entre moi et les gens. Mais c'est incroyable cette expérience parce que du coup, ce vide-là, tu l'as un peu rempli quelque part Bah, peut-être ce que vide-là c'est n'existe plus. C'est-à-dire que je n'ai plus ce bah, vu qu'on a analysé tout ça, vu qu'on en a beaucoup ouais, parlé ouais. et cetera, j'ai compris aussi du coup que c'était une façon de mettre un frein entre la proximité sociale de moi Mmh. et des gens, D'accord. tu Ah, vois? c'est fou Ouais. ça, incroyable. Voilà Merci, merci. donc c'est donc c'est pour toutes ces raisons, et toutes ces rencontres tout au long de ma vie, que, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je suis celle que je suis et que je chemine de cette façon-là avec, les deuils que je peux traverser dans ma vie. Parce que, tu sais, souvent on parle de deuil, pour une personne décédée, mais il y a pas que ça. Il y a tous les deuils qu'on vit, de nos déceptions humaines. Exactement, exactement et ça c'est un sujet c'est un rappel que je fais tout le temps dans presque tous les épisodes et Ouais. même souvent sur mes réseaux, c'est vrai que
C'est chaque changement, chaque évolution, chaque, événement voulu ou non de la vie peut amener à une forme de deuil, quelle qu'elle soit. Qu'il s'agisse Tout d'un à fait. animal de compagnie, qu'il s'agisse d'un déménagement, qu'il s'agisse d'une amitié qui se termine ou d'une rupture amoureuse ou de n'importe quoi à partir du moment où il y a une sorte de fin, il y a une sorte de deuil. C'est ça. Il y a un deuil, c'est pas qu'il y a une sorte, c'est qu'il y a un deuil. C'est ça. Ouais. Hem, Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a donné finalement envie de parler de ton quotidien, de partager ton quotidien de professionnel du funéraire sur les réseaux sociaux? Parce qu'on en voit vraiment pas beaucoup pour le coup. Bah, au départ, je vais te dire, c'était pas voulu. Ah ouais? Ouais, mais c'est vrai, hein, je le raconte très souvent, mais en vérité, au départ, à la base, je suis une passionnée de l'art restauratif et aussi du moulage funéraire. Oui, Donc on j'ai en beaucoup parlera fait après. de formations dans ma carrière, sur ça, pour me perfectionner, pour travailler des matières, que je connaissais pas ou que je maîtrisais moins. Et donc en 2021, je suis partie, au mois de septembre, pour un stage avec un céramiste, grand homme et grand humain. Et en revenant, j'ai eu un confrère au téléphone, qui fait des moulages funéraires depuis des années et qui, très gentiment, me donnait des conseils et cetera et cetera. On est resté très longtemps au téléphone et ce jour-là, Christophe, donnons-lui son vrai prénom, m'a dit, «Oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai que c'est difficile d'informer les gens sur le fait que ça existe et que c'est possible, mais il me dit, franchement, moi j'ai tout essayé, et j'ai je peut-être qu'un jour tu pourras faire mieux que moi». Et très effrontément, alors que c'est pas du tout de moi, je lui réponds: «Mais j'y compte bien», et après je me suis dit: «Mais pourquoi j'ai répondu ça? C'est n'importe quoi». Et du coup, toute Incroyable. la nuit après cette conversation, j'ai réfléchi et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je pourrais faire?» C'est vrai, qu'est-ce que je pourrais faire finalement de mieux que ce que mes pères ont fait? Mmh. Et là, le lendemain matin, je me suis réveillée avec les réseaux sociaux dans la tête. Donc je me suis dit: «Ben, comme tout le monde, j'avais créé un compte, TikTok», enfin tout le monde, une grande majorité des gens, un Oui. compte TikTok au confinement qui me servait juste, parfois, à regarder, et me Oui. divertir. Mmh. Et en fait, je me suis dit, «Eh ben, écoute, vas-y, poste une vidéo de 8 secondes avec le dernier masque, heu, dont vraiment j'étais très fière et avec lequel j'étais revenue de ma formation au mois de septembre, en poudre de bronze, enfin voilà». Et du coup, je me dis: «Poste cette vidéo de 8 secondes», en notant juste que c'est du moulage funéraire et en précisant que celui-ci a été fait sur quelqu'un de vivant, évidemment. Et puis tu verras, je ne montrai pas ma tête, donc les gens ne savaient pas qui j'étais. Mmh. Je il y a prise de risque, et pour l'hypersensible que je suis, je me disais: «Si j'ai des commentaires, très négatifs, Oui. ou des insultes, j'aurais qu'une chose à faire, c'est retirer cette vidéo». Oui. Donc j'ai posté la vidéo et en 24 heures, elle a eu plus de 600 000 vues, Waouh! avec aucun commentaire, méchant, avec aucune insulte, mais je ne sais plus le nombre de commentaires qu'il y avait sous cette vidéo, il était assez conséquent et impressionnant, Mmh. de gens qui disaient tous la même chose: «Si j'avais su, Ouais, je ne savais pas que ça existait, pourquoi on ne nous le dit pas?» et exactement. et et donc de là, j'ai eu 2 choix. Soit je répondais aux questions et du coup, j'étais obligée de me montrer, parce que moi, je maîtrise pas du tout, tout ce qui est ordinateur, donc à ce moment-là, je ne maîtrise pas le montage des vidéos non plus, donc je peux pas créer un petit bonhomme qui va parler à ma place. Tout à fait. Soit, bah, je me dis: «OK, tu as touché 600 000 personnes, ça s'arrête là», et je me suis dit: «Bah, vas-y, commence à répondre aux questions», et tout a commencé comme ça. Génial, incroyable. Mais du coup, est-ce que tu peux, expliquer, et un peu parler davantage de ces fameux moulages et aussi j'ai vu que tu faisais des pièces en résine, par rapport à Ouais. ça. Mmh. C'est,
Comment tu fais? Qu'est-ce que d'où ça vient? Raconte-nous. Bah, en fait, l'idée, c'est que moi, j'ai énormément manqué de souvenirs de mon papa, Oui, puisqu'à l'époque, il y avait pas les téléphones portables, il y avait pas, tu vois? Donc c'est les caméras, ça coûtait très cher. Donc moi, j'ai juste une vidéo de mon papa, qui doit durer, peut-être 2 ou 3 minutes et c'est tout. J'ai pas de vocaux, j'ai très peu de photos et j'ai toujours été du coup, fascinée par le souvenir aux défunts. Qu'est-ce qu'il existait? Qu'est-ce qu'on pouvait inventer? Qu'est-ce qui pouvait figer dans le temps le souvenir d'une personne qu'on aime? Et donc bah, c'est de là où est née un petit peu cette passion pour le moulage funéraire. Et puis ensuite, j'ai eu l'idée, alors j'ai eu l'idée, j'ai rien inventé, mais au départ, je savais même pas que ça existait, en fait. Mais je me suis dit: «Tiens, c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui demandent des mèches de cheveux, on pourrait en faire des bijoux, des choses que les gens pourraient porter sur eux», parce que moi, j'ai connu Maison de l'Agré sur les réseaux, qui fait des bijoux d'empreintes. Enfin, ça aussi, c'est une histoire très particulière, hein, parce que j'ai une jeune femme qui me demande, de trouver un bijou pour faire une empreinte. Je ne connaissais personne, je connaissais pas d'entreprise, enfin si, il y en avait une, mais qui était très, très chère dans ses tarifs et c'était pas du tout dans les moyens de cette personne. Donc je lui ai dit: «Je vais chercher, je vais finir par trouver quelqu'un». Et là aussi, c'est pareil, je me balade sur TikTok, je tombe sur un live, de Maison de l'Agré qui au départ fait des bijoux, avec des gravures, toutes, enfin normales quoi, tu vois? oui. Tu veux graver un papillon, tu veux graver une fleur et là je me dis, «Allez ose, demander». Je rentre sur le live et je dis: «Est-ce que vous pourriez me graver l'empreinte, d'un défunt?» Et du coup là, je vois leur tête qui change. Je me suis dit: «Les pauvres, j'ai dû les traumatiser». Et pour eux, tout est parti de là aussi, hein. Alors ça, cette histoire, Exactement. elle est vraiment incroyable, mais après, bah, j'ai eu l'idée de ces bijoux et je me suis dit: «Pourquoi pas?» quoi. Voilà, donc c'est des choses que je fais pas tous les jours, hein. Parce que déjà je manque de temps, donc j'accepte pas toutes les demandes non plus. Mais mais c'est quelque chose en plus que j'adore faire parce que moi j'adore tout ce qui touche à l'art, et c'est des moments où et ce qui est très, très particulier avec ces bijoux, d'empreintes, enfin de mèches de cheveux, c'est que souvent les gens me les envoient et je leur dis, «Par contre ne vous attendez pas à un retour très rapide, hein, parce que bon, même moi j'ai mon entreprise, j'ai ma famille, Oui. j'ai tout un tas de choses à gérer» et et en fait, quand je me mets devant mon atelier, je leur dis, «Une fois que je suis devant mon atelier, je vous appelle et puis on voit tous les détails ensemble et cetera». Et en général, quand je me mets devant mon atelier pour créer le bijou que j'ai reçu parfois, 1 semaine, 10 jours avant, les gens me disent: «C'est pas possible Nanou que tu nous écris aujourd'hui parce que soit c'est l'anniversaire de décès de la personne, Ouais, soit c'est l'anniversaire de naissance de la personne, soit mmh, il y a un événement lié à cette date, quoi». Et c'est incroyable. et c'est à chaque fois incroyable. Ah oui, oui, c'est incroyable. Mais c'est magique, tu vois? Même le fait que tu parles de Maison de l'Agré, c'est excellent parce que du coup, ça me permet d'annoncer aux auditeurs que Maison de l'Agré a été contactée pour participer à ce podcast et Maison de l'Agré a Youpi! accepté. Youpi! Alors Voilà. ça va être génialissime, je suis trop Ah ouais. contente. Ouais, franchement, C'est ça va être génial. Ça fabuleux. sortira ouais, ça sortira courant 2024 parce que du coup, on approche, malgré tout de la fin, de 2023 et du coup, Déjà, oui. la 1re saison du podcast, va se terminer tranquillement, bientôt. Il faut Mais que tu prennes des va vacances recommencer. aussi. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, Noël approche et tout ça, voilà, Ouais, ça va être la petite pause d'Atelier Time, mais du coup, on va revenir l'année prochaine avec Maison de l'Agré et avec un sacré fabuleux. paquet d'autres, intervenants. Ça va être vraiment trop top. Génial, je suis trop contente, j'ai hâte d'écouter tout ça. Ah bah, franchement avec plaisir et puis, hésite surtout pas si tu as le moindre retour et remarque, franchement ce sera avec très, très grand plaisir. Avec plaisir. Alors j'ai une dernière question, qui est un petit Oui. peu plus polémique, donc toujours, encore Ouf! une fois, tu n'es pas obligé de répondre. Mais j'ai Attends, je vu prends dans mon buzzer. j'ai vu dans quelques-unes de tes vidéos que tu avais, 2 types de collègues avec lesquels Mmh. tu travailles pas forcément.
Juste, en fait, vous faites le même métier, mais soit qui venait te féliciter pour le travail de démystification et de vulgarisation, et en quelque sorte, que tu fais sur les réseaux sociaux, Mmh. et d'autres, au contraire, qui se montraient plutôt défavorables à ta démarche. Est-ce que C'est tu as ça. envie d'en parler et comment tu expliques ce phénomène? Mais bien sûr, nous pouvons en parler avec enfin moi, j'ai aucune retenue sur parce que tout simplement, je n'ai pas vraiment de réponse. La seule chose que je peux te dire, c'est que bizarrement, les gens qui parlent en mal de moi ne viennent pas m'en parler directement. Tu vois? Donc moi, je Étonnant. ne suis oh oui, c'est très étonnant. Ah ouais, franchement. Voilà. Après, comme je dis, qu'on en parle en mal ou qu'on parle en bien, l'essentiel et c'est finalement qu'on en parle. Oh, tout à fait. Donc peu importe la façon que les gens continuent de parler de la mort et du deuil, si c'est en parlant de moi, bon, bah, pourquoi pas, hein, je vais te dire, mon compte, il est aussi là pour ça, hein, Puis quand tu commences à t'exposer un petit peu comme ça sur les réseaux sociaux, faut aussi accepter que tu ne plaises pas à tout le monde, c'est légitime. Mmh, tout à fait. Hem, voilà. Par contre, c'est quand même très particulier puisque, évidemment, c'est toujours sous couvert d'anonymat ou de personnes interposées, donc c'est ça qui est plus dérangeant, en fait. Oui, c'est C'est vrai, un tout à métier fait. qui a toujours été dans l'ombre, donc qui sort de l'ombre, c'est compliqué pour certaines personnes et pour finir, je vais te dire une chose, hem, ce métier, certainement, un jour sera amené à disparaître, je pense profondément malheureusement Ah et ouais? je pense pas oui et je pense pas forcément que ce sera, hem, à cause d'une loi ou à cause de du métier en lui-même, mais je pense que tant que certains professionnels thanatopracteurs n'auront pas compris que le plus gros problème de notre profession, c'est l'humilité, alors on n'avancera pas. D'accord, je comprends. Voilà, on n'avancera pas parce que c'est pas une guerre, c'est tu sais, tu as des professions où c'est des guerres de bonne, voilà, c'est bonne enfant quoi, hein, chez Oui. nous, c'est une guerre d'ego. C'est Mmh. et une guerre d'ego, ça tue. Oui, complètement. Voilà. Dans n'importe quel métier d'ailleurs. Ouais, je pense. Clairement. Oui, je Mais, pense. OK. Mais alors du coup ça m'interroge, pourquoi est-ce que tu penses que ton métier va disparaître au bout d'un moment? Alors déjà parce qu'on C'est a une menace d'interdiction du formol, pour 2024 quand même. d'accord, oui, effectivement, c'est pas Voilà. rien. Ah bah et c'est pas rien pour notre métier dont parce que nous, on utilise du formaldéhyde, tous les jours. Mmh. Donc et c'est ce qui nous permet de pouvoir conserver, le défunt. Donc si on nous retire ça, il y a encore sur le marché aucun produit assez, efficace pour le moment, pour pouvoir permettre d'avoir une telle efficacité et donc évidemment, ça remettra en question le fait, notamment, par exemple, des reconstructions. Elles ne pourront Oui. plus avoir lieu Ah oui, tu penses même pas du tout mais, ah ouais, sans je un pensais pas que produit c'était conservateur comme le aussi formol, non. ouais, ouais, d'accord, et il y a pas du tout Après d'alternative? j'espère, heu, pour l'instant non. De cette efficacité-là, non. Ouais. Et Voilà. du coup, tu penses pas que si ça arrive, tu penses pas que ton métier va évoluer plus que disparaître? Parce que du coup, on aura quand même potentiellement besoin de ne serait-ce que, du nettoyage, de la désinfection, de la préparation, hein, pour, au niveau du par exemple des vêtements, Alors je vais enfin te dire je sais une pas. chose, hein. Au jour d'aujourd'hui, heu, on forme ce qu'on appelle, des toiletteurs. Alors bon, ça fait un peu vulgaire, et ça fait penser aux animaux, mais on forme, que ce soit des porteurs, des conseillers funéraires, hem, à être capables d'effectuer une toilette. D'accord. Donc on retire déjà au thanatopracteur l'essence même de son travail. Oui, bah, oui. Comment veux-tu qu'on soit utile après si on nous enlève une formole? Effectivement, Pas possible. effectivement. Vu comme ça, je comprends mieux pourquoi est-ce que tu penses ça. D'accord, bah, Voilà. écoute. Après c'est mon Je avis et ma vision des choses, hein. Je pense ah oui, que oui, bien sûr. certains en ont d'autres, mais n'ayant pas d'ordre dans notre profession comme, hein, parce que tu vois, l'ordre des anatomopathologistes et des médecins légistes, eux, ont obtenu un report, puisqu'ils ont un ordre qui les D'accord. représente auprès du gouvernement. Nous, non.
Nous, on est représentés par personne à cause de guerres d'ego. Donc, on ne sait pas se rassembler, on ne sait pas être solidaire et tu vois, même par exemple dans mon cas, je veux dire, bon, moi, je suis, juste une petite personne qui essaye de faire, ce qu'elle fait tous les jours dans sa vie depuis qu'elle fait ce métier, parler de la mort, du deuil, de mon métier, expliquer aux gens qu'on n'est pas des voleurs, qu'on n'est pas, des charlatans, qu'on n'est pas des enfin, on ne torture pas les êtres, humains, qu'ils soient vivants ou décédés d'ailleurs. Hem Et pourtant, c'est moi qu'on vient, décrier. Je pense qu'il serait fort intéressant de se concentrer sur des gens, qui justement font des actions telles que les miennes et de s'en servir à bon escient. Tout à fait. Merci, vraiment Nanou pour tous tes beaux partages, pour, ta confiance. Merci pour Merci à toi. tout ce temps incroyable. Vraiment, c'était très, très fort et très puissant, en tout cas pour moi. Merci beaucoup. Bah, moi Hem aussi, t'inquiète. J'espère sincèrement que cet épisode, ainsi que tout le travail aussi que tu fais sur les réseaux sociaux permettra aux auditeurs, de découvrir et de comprendre mieux ce qu'est le métier de thanatopracteur et à quel point il est important. Mais également que cela permettra aussi de rendre ces sujets moins tabous, moins difficiles et qu'ensemble on fera évoluer notre rapport à la mort et au deuil. Ouais. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, un petit conseil, un petit message à faire passer? N'oubliez pas de vivre une fois pour vous et une fois pour ceux qui sont partis. Je vous invite à aller découvrir Nanou sur Instagram et sur TikTok si vous ne connaissez pas déjà son travail. Et vous pouvez aussi retrouver tout son travail d'ailleurs sur son site internet bytanananou.be je E crois? Si c'est EU. ah, .eu pardon. Je vous mettrai de toute façon toutes les infos en barre d'infos. Vous pouvez également me retrouver moi sur Instagram et sur Facebook et sur TikTok depuis, très peu de temps. En Oh, sur attendant le prochain TikTok? et ouais, 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 Génial. je teste ça, écoute. Tu as bien raison. En attendant le prochain épisode qui sortira dans 15 jours, où vous rencontrerez la pétillante Jade qui nous parlera de son parcours, mais surtout comment les pierres et la lithothérapie l'ont aidée. Je vous invite à ne jamais arrêter de prendre soin de vous.